surmonter. Hein, l'affaire, enfin, la référence qu'on connaît tous, hein, du pot de terre contre le pot de fer, qui montre qu'on est brisé vraiment par la machine. On a évoqué, je crois, le comte de Monte Cristo, c'était aussi ce matin. C'est bien sûr un des exemples types de cette machine politico-juridico-administrative. Parce que si j'évoque ici le droit administratif, on pourrait évoquer, alors ça serait la question de la garde, ici, hein, la garde du comte de Monte Cristo sur le château d'If, en tant que détenu par l'administration pénitentiaire. Dans la toute-puissance de l'administration, on a l'idée qui a été développée par M. Duchon-Doris, évidemment, qui est celle de la centralisation administrative. Évidemment, si on a des figures locales, assez souvent, ce sont des figures à vocation et à pouvoir national qui sont évoquées dans le roman français d'alors, avec l'idée que la volonté administrative, parfois, va s'ériger, comme je l'ai relevé, en dogme, hein, impossible à contrecarrer, impossible à surmonter. Voilà, avec des références éparpillées, que je ne vais pas citer ici non plus, à l'armée, qui est l'incarnation même de cette politique administrative qui n'est pas possible de contrecarrer. Voilà. En transition, par rapport à ma deuxième partie, je vais vous mentionner quelque chose qui est un petit peu hors sujet par rapport à la première partie, mais qui était rattaché à l'ouvrage de Zola sur les Rougon-Macquart, et qui est sans doute, parce que je ne vais pas l'oublier dans l'état dans lequel je suis, que je veux vous mentionner ici, qui est sans doute la mention que j'ai trouvée la plus fascinante de tout ce que j'ai pu retrouver sur le droit administratif. Donc Laurent Balbi, qui visite Eugène Rougon, l'attend quelques instants dans son salon. Alors je vous décris une toute petite phrase. Elle l'attend patiemment, en feuilletant un traité de droit administratif qui traînait sur une table. Quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. C'est-à-dire que, quand même, je suis enseignant de droit administratif. Je ne fais pas traîner des traités de droit administratif dans mon salon à disposition de mes invités. Ça ne me viendrait pas à l'esprit. Donc, je sais que Zola a fait des études de droit, mais une fois qu'on a dit ça, des décennies après ces études de droit, on pense à construire des personnages autour de ça, autour de traités, puisqu'on était à l'époque des traités, pas des manuels à l'époque, d'une matière qui se construit encore. Mettre ça dans la tête d'un personnage, il faut que ce personnage pense à le mettre dans son cerveau, ça me paraît inimaginable. Donc le pouvoir de l'imagination de ces auteurs-là, je vous le dis clairement, dépasse mon entendement. C'est fascinant. Voilà. Donc je suis rappelé à l'ordre, fort heureusement. Donc je vais abréger ma deuxième partie. C'est ce que je craignais. Le droit administratif comme reflet de l'essor républicain, là c'est aussi bien évidemment le pendant de ce que je disais à l'instant. Le droit administratif, fort heureusement, n'est pas que critiqué dans la littérature du XIXe siècle. Il trouve certaines grâces aux yeux de certains auteurs. Bien évidemment, on relève qu'il contribue au progrès social. Alors, le Conseil d'État a ici une place centrale, c'est là qu'il est sans doute cité évidemment. Il participe à la consolidation de l'État de droit. Toujours dans les Rougon-Macquart, on a le développement assez long finalement de la vie de personnes qui s'appellent les Charbonnel, qui doivent venir à Paris pour suivre en fait leur procès devant le Conseil d'État, sachant que là, à l'occasion, c'est quand même une petite critique qui est formulée, on comprend bien la lenteur de la procédure administrative, puisqu'ils sont en train de perdre toute leur fortune en fait, à devoir vivre à Paris pendant plusieurs années pour suivre leur procès et être actifs sur le procès. Voilà, le petit aparté aussi. Ce qui est aussi fascinant, il décrit aussi dans les Rougon-Macquart une audience au Conseil d'État avec visiblement des amours naissantes parmi l'assistance à l'audience, avec des exemples assez intéressants.
Voilà, le droit administratif comme contribution au progrès social que se trouve aussi dans Balzac, curé de village. On voit l'idée d'aménagement du territoire, l'idée que le droit administratif par justement ce qu'on évoquait un petit peu, l'urbanisme notamment par contre, voilà, va être utilisé pour restructurer les campagnes, pour les moderniser, pour améliorer la salubrité notamment, évidemment. L'ascenseur social aussi, bien évidemment, est marqué par la mise en œuvre du droit administratif. Dans les employés de Balzac, évidemment, on a une critique assez forte de la carrière administrative avec l'arrivisme, de l'ambition professionnelle. Ceci étant, on comprend que pour certains, une chance peut leur être donnée en intégrant l'administration et donc en utilisant après le droit administratif, d'en faire un bon usage et d'être remarqué à ce titre-là. Une autre thématique que j'avais essayé d'envisager, c'était la répartition droit administratif général, droit administratif spécial. Bon, alors là, très compliqué, je vous le dis clairement, pour essayer de découvrir la séparation dans des romans. Bon, si on essaye de tordre ça un petit peu, ça serait l'expression que j'évoquais un petit peu tout à l'heure sur la fonction publique, avec la mise en place progressive des concours, qui montre bien que pour certains, il y a véritablement quand même un enjeu de lutter contre le favoritisme, et aussi contre ce qui va aussi avec les petites épurations, parce que si on sélectionne par concours, effectivement derrière les épurations deviennent plus difficiles à motiver. Les travaux publics sont évoqués, là aussi notamment par Balzac, et qui montrent que grâce à des travaux hydrauliques par exemple dans le médecin de campagne, la prospérité arrive au village. Voilà. Bref. Et enfin, pour respecter le timing, la participation de l'État, du droit administratif à la construction ou la concrétisation de l'État gendarme, c'est ici toute la vocation de l'acte unilatéral à vocation réglementaire, l'acte de police administrative. Alors on n'a pas de roman, comme on le disait tout à l'heure, de procédure administrative, on n'a pas trouvé trace évidemment, je pense. Ceci étant, j'évoquais les charbonnages tout à l'heure, on a aussi un cas d'un sieur gazonnade que j'avais trouvé aussi, qui lui aussi doit monter à Paris dans Les Comédiens sans le savoir de Balzac, poursuivre son procès dans une sombre histoire d'élévation de conflit de compétences par le préfet sur l'utilisation d'un cours d'eau nécessaire à son usine. Voilà, donc on voit que Balzac, là où lui aussi est assez fascinant sur la précision de la recherche qu'il peut essayer de mener. Donc on peut relier ça entre guillemets à l'aménagement du territoire. La sécurité publique peut être évoquée dans Jules Verne, de la Terre à la Lune, puisqu'on a des craintes sur les procédés techniques utilisés pour envoyer le projectile. La police administrative est utilisée notamment sur la tranquillité, la salubrité, des histoires notamment de salubrité assez intéressantes par rapport à ce qu'on connaît nous du contentieux administratif dans Les Misérables de Victor Hugo, avec l'interdiction de sépulture à l'intérieur d'un monastère pour raison de salubrité. Voilà. En conclusion, 30 secondes, les romans qui font place au droit administratif me semblent extrêmement révélateurs de la volonté de certains auteurs d'embrasser la totalité finalement de la pensée humaine. Moi, j'ai trouvé des traces de droit administratif, et je suppose que n'importe qui, dans n'importe quelle spécialité, pourrait trouver de la sociologie, de l'anthropologie chez Balzac. On peut les lire de manière continue dans tous les domaines, et c'est ça qui fait la richesse, qui prouve la richesse de leur œuvre. L'exactitude juridique, je dois le mentionner, à chaque fois qu'ils font des mentions, à ma connaissance, il n'y a pas d'erreur juridique en droit administratif, donc ça c'est quand même aussi assez fascinant. Et donc un lien qui m'a semblé assez intéressant entre à la fois le côté objectif abstrait du droit administratif et le côté subjectif, très concret, des romans qu'il développe. Donc le droit administratif est un facteur de contextualisation parmi d'autres. Il est utilisé, tant mieux, dans les romans de cette époque, et à bon escient. Juste 10 secondes pour terminer. Je n'ai pas cité d'auteurs féminins. Pour tout vous dire, j'ai cherché. Les auteurs féminins qui sont passés à la postérité de l'époque ne sont pas légion. J'avais cru pouvoir trouver des traces chez la comtesse de Ségur, je n'y suis pas parvenu. Son œuvre est, quand on la relit, très intéressante aussi, mais je n'y suis pas parvenu.
George Sand a été le seul auteur que j'ai pu peut-être un petit peu aborder sous cet angle-là, mais très honnêtement, en réalité, c'est plutôt sous l'angle politique qu'elle va développer certaines remarques, plus que juridiques. Donc, elle a milité sur l'égalité hommes-femmes de manière très concrète. J'ai trouvé des traces dans une lettre aux membres du comité central, au milieu du 19e, mais c'était vraiment dans une démarche proprement personnelle, administrative et politique, plus que dans son œuvre romanesque en réalité. Voilà, donc il doit y avoir des traces, sachez que j'ai essayé d'y penser, mais je n'ai pas été en mesure de trouver des exemples chez des auteurs féminins. Voilà, je vous remercie de votre attention et désolé pour le dépassement. Merci beaucoup, c'était étonnant de voir que vous faisiez au fond du droit administratif un personnage, et moi ça me fait soutenir qu'il faut absolument que vous envoyiez votre texte à deux théoriciens du droit qui ont fait aussi du droit administratif un personnage, celui au fond de la définition et du fondement de ce qu'est le droit, puisqu'on trouve chez Pierre Legendre et chez Bruno Latour, à 30 ans de distance, deux études de ethnographie du Conseil d'État qui ont pour vocation de faire du Conseil d'État, au fond, le personnage du droit. Et ils vont, au fond, nous dire ce que c'est le droit. Pour Pierre Legendre, c'est un texte. Alors, dans le genre littéraire de Legendre, ce texte-là, ça ressemble plutôt à la Bible. Donc, le droit, c'est un commandement qu'on doit, au fond, à la fois suivre, mais qui nous fonde en tant qu'homme. C'est une dimension anthropologique du droit. Il y a Bruno Latour qui lui dit, 30 ans plus tard, restons tranquilles. Le droit, c'est pas tout ça. Il prend une autre métaphore stylistique, il dit, c'est un scénario. Ce qui nous donne des éléments qu'on peut suivre, mais bon, on peut l'articuler un peu plus tranquille. Ça garde la crasse pour, au fond, faire des montages, des récits dans lesquels le sujet a plus de liberté que chez Pierre Legendre. Mais on préfère la seconde version, elle est plus... Mais dans les deux cas, quand même, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que deux des pensées quand même sur le droit qui sont majeures prennent le droit administratif et la figure du juge du Conseil d'État comme le personnage même de ce qu'est le droit. Alors ça, c'est une figure qui apparaît très bien aussi dans votre présentation. Je n'avais jamais pensé à ça, et c'est très, très surprenant, peut-être très français, de voir qu'au fond, que ce juge administratif incarne le droit. Parce que c'est plus de la loi, je pense. Il y a une logique, le droit chez nous, c'est essentiellement la loi, et la loi, c'est ça part. Voilà, le Conseil d'État joue un rôle important aussi dans l'élaboration. Oui, mais c'est contraire au fond, d'une certaine façon, à une certaine théorie de la loi française, oui, et de faire du juge et du juge administratif la véritable figure de la loi. Donc ça, c'est quelque chose qui travaille dans la pensée du droit et qu'on retrouve très manifestement dans la littérature. Merci encore, et moi je propose un café.